Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Ceci est d'ailleurs une la palissade que de vous rappeler que vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. À Yaoundé, aujourd'hui, je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés pour l'information. Bienvenue donc à cette session. Vous avez dit la revue de presse, première partie Made in Yaoundé. Ce matin, le quotidien camerounais à capitaux public, Cameroun Tribune, accompagne principalement deux autorités de la République, à savoir la plus haute d'ailleurs, pour commencer avec Cameroun Tribune, justement parce qu'il s'agit d'un tweet qui a été repris par lui en provenance du président camerounais Paul Biya, qui appelle donc tous les Camerounais à la défense de la patrie face aux velléités dites impérialistes de l'Occident et des ennemis de l'intérieur. C'est donc un nouvel appel qui est formulé par le président de la République, à savoir la défense de la patrie. L'autre autorité qui est traitée ce matin et qui est donc accompagnée par Cameroun Tribune ce matin, c'est le ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication, lui qui a à son tour, au nom du gouvernement justement, fait un point de presse, question de communiquer la position du gouvernement face à ce qu'il est convenu d'appeler désormais cette résolution du Parlement européen. En tout cas, il a fondé naturellement son argumentaire sur le fait que les mesures et ainsi annoncées dans cette résolution-là ne tiennent lieu que de mensonges. Il n'en est rien, que donc ces eurodéputés sont loin, très loin de la réalité. Ils n'ont pas à apprécier à distance. Il aurait fallu qu'ils arrivent au Cameroun, question de prendre le pôle, et il n'y a donc pas violation des droits de l'homme, ainsi que veulent le faire savoir les eurodéputés, justement contre qui s'est donc dressé le ministre chargé de la communication, René Emmanuel Sadine. Et à propos des droits de l'homme, que fait-on justement de la crise anglophone depuis qu'elle a déclenché il y a 3 ans maintenant? Au contraire, justement, ajoute le quotidien camerounais d'expression anglaise, tout aussi en kiosque ce matin, j'ai nommé The Guardian Post. Il y a lieu désormais de s'inquiéter. Le problème est posé avec acuité au point de se demander si le président camerounais Paul Biya va faire la sourde oreille face au message du pape François. Oui, le pape François avait déjà lui parlé à son tour en indiquant qu'il fallait en arriver à la résolution immédiate, pacifique de la crise anglophone. Eh bien, où en est-on? Qu'en est-il justement de ce message du pape François? Se pose justement, c'est le quotidien camerounais d'expression anglaise qui se pose la question sur ce coup-là, question de savoir si oui ou non Paul Biya va respecter cette mesure, ce message de l'Église catholique romaine qui est dans le monde et naturellement qui est au Cameroun. Il est depuis temps de mettre fin à cette situation, peut-être pas au point de devoir recommencer l'élection présidentielle, un peu comme semble l'insinuer le quotidien Émergence, lui aussi disponible ce matin, le quotidien Émergence qui titre que on va éventuellement vers la reprise de l'élection présidentielle, allusion faite justement à ce qu'il est dit, à ce qui est donc dit par une certaine communauté internationale. Il convoque le cas des Américains, il convoque maintenant le cas du Parlement européen pour appeler finalement sur la table la question de la légitimité de Paul Biya, qui a été, à titre de rappel, réélu à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Question donc sur la légitimité, c'est ce pourquoi manifestement le journal s'en va croire qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens-là. Cette communauté internationale, justement, qui accuse le système électoral, il n'y a pas que le code électoral, mais le système électoral en général. Il accuse cette communauté internationale qui accuse donc le système électoral camerounais de violence structurelle parce qu'il ne va manifestement pas avec l'assentiment de toutes les parties prenantes. Et au pied de une du quotidien Émergence, édition de ce jour, il y a que les sécessionnistes ont encore frappé et ils ont frappé fort. Ils ont kidnappé un frère, mais également deux employés du chairman Nijon Fundi, qui est d'ailleurs le leader du Social Democratic Front, du nom justement du premier opposant camerounais, opposant politique au régime de Yaoundé. Eh bien, lui aussi est passé à la trappe en voyant kidnapper à la fois ses employés, mais également ses frères. Et quand mutation s'en mêle, cela donne à vivre des images on ne peut plus dramatiques en provenance de la région de l'Ouest du Cameroun, qui est d'ailleurs voisine aux deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest camerounais. Le
quotidien Mutation de Georges-Alain Boyomo nous apprend que la dite région de l'Ouest Cameroun, elle suffoque à cause de l'afflux des déplacés. La région de l'Ouest, justement, qui vit au plus près la crise anglophone, d'où cet appel qui a donc été formulé par le gouverneur, appel à la solidarité qui a été lancé et qui est relayé ce matin à cœur joie par le quotidien Mutation, le journal de la rue de l'aéroport. Et justement, cette information est en partage avec le quotidien bleu, le jour du jour. C'est le journal d'Aman Mana, Mutation, qui partage donc ce fait on ne peut plus dramatique avec le jour. Édition de ce jour, sa grande une se pose la question relative au rôle du Parlement camerounais à l'Assemblée nationale et le Sénat. Certes, les deux présidents des deux chambres ont demandé à leurs homologues eurodéputés justement de venir au Cameroun. Question de se rendre compte de la réalité, mais estime encore le journal, la remarque fondamentale qu'il y a lieu à faire, c'est qu'il y a royalement que le Parlement camerounais a royalement justement donc évité de débattre de cette question. Il y va des sessions précédentes, mais également de la récente session dont on sait qu'elle vient de s'achever au mois de mars dernier. À la question de savoir pourquoi le Parlement a si royalement évité de débattre de la crise anglophone, le journal restait muet. Il n'a pas de réponse à ce sujet. Il a même plutôt perdu sa voix. Et justement parce qu'on se serait attendu, ainsi que l'indiquait encore Tif Moukete, du nom du doyen d'âge du Sénat camerounais, qui a justement pris la parole lors de la fin de cette session parlementaire. Question de s'offusquer de ce que il y avait un peu un silence complice du Parlement à propos de cette crise anglophone qui n'a donc jamais été débattue, ni aujourd'hui, ni hier, lors des sessions parlementaires. Et cette façon de faire est de nature à provoquer des changements dans l'establishment. Argue pour sa part le point hebdo, l'hebdomadaire Le Point Hebdo, qui annonce un nouveau remaniement ministériel. Il y en a eu un le 4 janvier dernier qui venait un peu sanctionner l'attente qui se faisait déjà longue à la suite de l'élection présidentielle d'octobre 2018, il y a encore au sein de l'équipe gouvernementale, apprend-on du journal, des mauvais anges à chasser, oui, à chasser du ciel et à mettre, hélas, à la disposition de la justice camerounaise. Ce n'est justement pas le cas du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique que le même journal, Le Point Hebdo, présente ce matin, vous allez le voir au pied de une, comme étant, citation, le nouveau riche, pour parler justement de ce ministre camerounais en charge de la jeunesse et de l'éducation civique. Au contraire, voici un modèle de fidélité et loyauté qui sont d'ailleurs au rendez-vous de l'Épervier, le journal de Léopold Kovivis Dudio, tout aussi disponible ce matin. Eh bien, voici donc un modèle de fidélité et de loyauté avec l'Épervier. Il s'agit du ministre Paul Atanga Ndji, en charge de l'administration territoriale, qui est donc au cœur du journal L'Épervier, édition de ce jour. Dans une édition spéciale, justement, l'Épervier met l'accent sur le rôle de ces membres du gouvernement, dont on sait qu'il est arrivé là à travers une volonté présidentielle. Oui, Paul Biya a décidé de lui confier ses départements ministériels et aujourd'hui, il n'en est pas du tout dessus, car lui, le ministre Paul Atanga Ndji, est sur le qui-vive. Eh bien, il rappelle d'ailleurs, indique encore le journal, les méthodes de travail de Fauchivé, Fauchivé, et mettant ainsi le ministre à contribution, lui qui est sur le qui-vive et qui consent au quotidien des sacrifices. Question de donner corps à l'action gouvernementale et au-delà au cahier des charges du président de la République, justement à propos de ces promesses qui ont été faites lors de la campagne avant l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Le président de la République qui vient justement d'honorer Vera Songwe, et c'est ce duo qui fait d'ailleurs la une principale, vous allez le voir, de l'hebdomadaire Hot News, tout aussi en kiosque ce mardi. Il s'agit de la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies, dont on sait qu'elle était en visite officielle au Cameroun. Elle a donc, à l'occasion de cette visite-là, été honorée par le président de la République, qui l'a donc élevé à la dignité des grands officiers de l'ordre de la valeur, précise Hot News. Dans cette autre des relations internationales, le journal L'économie, tout aussi disponible ce matin, affirme la volonté de la Chine. Oui, la Chine qui est donc un nouveau partenaire manifestement pas très intéressé du Cameroun, que donc ce nouveau partenaire camerounais veut aller plus vite pour ce qui est justement de ce projet qui court depuis bientôt 2 ans maintenant, à savoir la construction
d'un nouveau palais de l'Assemblée nationale. Projet d'un coût, à titre de rappel, de 54 milliards, un peu plus d'ailleurs de francs CFA, qui avait été annoncé, on l'a dit tout à l'heure, en 2014 et qui avance, mais pas à la vitesse de l'empire du milieu. C'est donc la raison pour laquelle la Chine veut que les travaux s'accélèrent en termes de réalisation. Rythme à accélérer aussi au niveau de la couverture santé universelle. C'est un projet que le gouvernement tient à cœur, qui avait été justement pris à corps par l'ancien ministre André Mama Fouda. Le quotidien dans sa livraison de ce jour martèle que les choses avancent. Oui, elles avancent. Parce que précisément, le ministre Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, pour ainsi dire, vient de mettre à la disposition des hôpitaux de 3e, 4e, 5e et même 6e catégorie d'importants matériels. Question justement de booster ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun le rêve de la couverture santé universelle. Et le journal de rappeler, le quotidien de ce matin, de rappeler justement que le coût total de ce matériel-là est évalué à peu près 1 milliard de francs CFA. Voilà donc l'action du ministre Manaouda Malachi en faveur justement de la mise à corps de cette couverture santé universelle, qui est d'ailleurs l'un des pionniers en termes justement des grands chantiers de construction du septennat de Paul Biya. On va rester en santé avec le journal Éco-Santé, qui traite prioritairement des questions de santé, qui est aussi en kiosque ce matin, en indiquant qu'effectivement c'est aujourd'hui même que commence justement la distribution de ce matériel important ainsi mis à la disposition des hôpitaux par le ministre Manaouda Malachi dans un contexte de grande une signalé encore par le journal, à savoir que ce sont 3000 personnes qui sont décédées du fait du paludisme au Cameroun pour les 24 derniers mois. C'est une information triste, mais qui est partagée ce matin à partir du journal Éco-Santé. Le journal Réalité est aussi en kiosque ce jour, ce mardi, dans le marathon, un marathon nommé Célestine Ketcha Courtest, du nom de la ministre camerounaise en charge justement de l'habitat et du développement urbain. Le journal qui a d'ailleurs suivi ces membres du gouvernement et qui s'exclame: quel trimestre, pour parler justement des 3 derniers mois, des 3 précédents mois de la ministre à la tête de ce département ministériel. Et il signale qu'elle reste au contrôle, elle est sur le terrain. On ne va pas dire qu'elle est partout, mais elle est sur le terrain et c'est le moins que l'on puisse dire avec Paul Ngouaré Kindi et son journal La Réalité. Réalité qui signale aussi que le député Datou, qui est par ailleurs l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale, que ce député s'inscrit dans le sillage de la mendicité de la paix. C'est d'ailleurs un chemin qui avait été tracé en son temps, on s'en souvient, par le président de la République lorsqu'il s'agissait de s'adresser à la fois à la communauté nationale, mais également internationale, au plus fort justement de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Paul Biya avait donc signalé que lui, il était mendiant de la paix. C'est un peu dans ce sillage que s'inscrit le député Datou, qui est par ailleurs l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Et au moment où l'Union des populations du Cameroun, pour parler de l'UPC, s'oppose diamétralement aux tentatives de déstabilisation du Cameroun. Et si cela va sans dire, il vaut mieux le dire encore avec Robert Bapolipote, qui fait partie des visages du quotidien La Réalité, édition de ce jour. Et avec Réalité, on va mettre un terme à la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain avec plaisir pour le même exercice. Pour le moment, je m'en vais vous transporter du côté de Douala. Question de retrouver Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Ghislain Pierre, et la suite est avec la nouvelle expression qui revient sur la célébration de la fête de la Pâque il y a quelques jours. C'était donc dimanche dernier et sur l'homélie de Monseigneur Jean Barga à Yaoundé, lui qui a prononcé une homélie absolument dénonciatrice à Yaoundé. Dans son homélie de Pâques, justement, l'archevêque métropolitain a dénoncé les maux du régime en place et son incapacité à trouver des solutions aux crises qui secouent le pays depuis quelque temps. Cette homélie écrit la nouvelle expression à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. C'est loin justement
d'être rapidement oublié. Les fidèles ne l'oublieront pas de sitôt. Écrit donc le journal La Nouvelle Expression. Pour sa qualité et sa profondeur, Monseigneur Jean Baga s'est exprimé tel qu'on ne l'a pas souvent entendu ou écouté, nous rappelle le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Et la grande une du journal, comme vous le voyez, revient sur cette sortie des parlementaires européens. Comme les Camerounais, justement, depuis de nombreuses années, les partis politiques de l'opposition et des organisations non gouvernementales de la société civile revendiquent une vie politique ouverte, libre et démocratique au Cameroun. Le Parlement européen, partenaire de premier plan du Cameroun, a donc démontré que les doléances et propositions de ces acteurs du processus électoral sont absolument fondées en embouchant la même trompette que ces nombreux Camerounais. Le journal touche quelques points, notamment celui relatif à la révision consensuelle du système électoral au Cameroun, la liberté de rassemblement pacifique qui doit être garantie pour tous les citoyens camerounais, un dialogue politique pour enrayer la violence et la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, écrit donc le quotidien La Nouvelle Expression. Et cette même actualité, la une du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui qui choisit plutôt de revoir ces sorties des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale pour s'étonner et s'offusquer d'ailleurs un peu de ce que Nyat Difendi Marcel, président du Sénat, et Kava Yege Djibril, président de l'Assemblée nationale, jusque-là taiseux et insensibles à la situation socio-économique et sécuritaire dans les régions anglophones du Cameroun, sortent aujourd'hui des muscles pour répondre à l'Union européenne ou alors au Parlement européen. Pourtant, ils étaient viscéralement opposés à l'existence d'une crise dans les régions anglophones du Cameroun depuis un moment. Le président du Sénat et son homologue de l'Assemblée nationale ont donc attendu que des membres du Parlement européen se prononcent sur la situation socio-économique, politique et sécuritaire jugée chaotique au Cameroun pour sortir des muscles. Pourtant, lors de plusieurs sessions du Parlement, ils n'ont pas daigné justement évoquer cette question. S'étonne le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui qui, à son pied de une, nous parle des télécentres communautaires dans la région du sud de Cameroun. Ces télécentres communautaires qui sont à l'abandon. Les édifices sont devenus des abris pour animaux domestiques. Un plan descriptif justement de ces télécentres à regarder et à lire dans le journal Le Messager de ce jour. Inauguré pour la plupart à grand renfort de publicité, le projet de ces télécentres communautaires ressemble aujourd'hui à ces maisons abandonnées devenues des abris pour chèvres et moutons dans de nombreux villages de la région du sud Cameroun. Le Financier d'Afrique est également paru aujourd'hui. Le journal de Boniface Twenkam qui nous parle du débat autour du franc CFA. Patrons d'entreprises et universitaires sont divisés sur la question. Le journal s'appuie sur un dîner qui a eu lieu au groupement interpatronal du Cameroun il y a quelques jours. Le professeur Désiré Yavon, le docteur Yves Ekwe Amaïzo, Célestin Tawamba, président du JICAM, et Bruno Alkis Doumio Noubi croisent le verbe sur une éventuelle sortie de cette monnaie, du franc CFA notamment. C'est donc à lire dans l'hebdomadaire Le Financier d'Afrique en kiosque aujourd'hui qui nous parle aussi des transactions en monnaie électronique qui passent désormais de 4 700 à plus de 8 296 milliards de francs CFA de 2017 à 2018 au Cameroun. Les détails à lire en page 10 de l'hebdomadaire Le Financier d'Afrique en kiosque ce mardi. Le journal Matila est également paru aujourd'hui et tente de revisiter le parcours de la ministre de l'Habitat et du Développement urbain depuis sa nomination le 4 janvier dernier à ce ministère. La méthode de Célestine Ketchakoutes donc passée au scanner par ce journal récemment commise à la tête du MINDU. Elle n'a pas hésité d'y imprimer ses marques au travers d'une approche opérationnelle différenciée. Suffisant donc, conclut le journal, pour croire qu'à très brève échéance, on va y assister à une formidable mutation tant pour le bonheur des usagers que des différents publics cibles du dit département ministériel. Le ministère des Transports également passé au scanner dans le journal Matila ce jour qui parle de redéploiement stratégique des ressources humaines dans ce département ministériel en procédant hier aux nominations des personnels dans les services déconcentrés du département ministériel au destiné duquel il préside Jean-Ernest Massénanga Libibé. Le ministre des Transports voudrait irrémédiablement se donner les moyens de réaliser pleinement la feuille de route qui lui a été édictée en essayant de se prémunir des méfaits de la fonctionnalisation entendue comme
le maintien prolongé d'un responsable à quelque fonction que ce soit. La poursuite, justement, les défis singuliers sont donc nombreux. La poursuite de l'assainissement du dit secteur afin à la fois de diluer la survenance des accidents mortels de la circulation au travers de la perpétuation de la sensibilisation des usagers de la route contre ces accidents de la circulation qui font de nombreux morts chaque année au Cameroun. Et on termine cette revue de presse avec un magazine, le magazine du financier d'Afrique pour ce mois d'avril qui est en kiosque, qui parle de titres publics et le cap de plus de 1000 milliards de francs CFA qui vient d'être franchi. C'est donc à lire dans le magazine Le Financier d'Afrique en kiosque aujourd'hui. Ce magazine justement qui revient sur les banquiers qui planchent sur le nouveau règlement d'échange en Afrique centrale, également la Banque africaine de développement invitée à financer les petites et moyennes entreprises en Afrique. C'est donc à lire dans l'hebdomadaire Le Financier d'Afrique en kiosque aujourd'hui. Et c'est avec lui que nous terminons cette revue de presse, justement de Douala. Tout de suite, dans quelques instants, ce sera le cap à l'étranger pour la revue de l'actualité internationale avec Patrick Christian Dobo qui prendra donc le relais. En attendant donc Patrick Christian Dobo et Patricia aussi. C'est toujours avec grand plaisir qu'on vous accueille dans le cadre de la revue de presse dans Canal Matin sur Canada International. Eh bien, avec vous, on va se rappeler de ces belles voix d'or qui ont bercé, évidemment, qui ont rythmé notre petite enfance et bien sûr traversé les époques. On pense ce matin à Charlotte Bango, Konkai Makossa et bien sûr Lisati, Nostalgie. Ça doit être compliqué, c'est ma chanson du cœur. Écoutez, c'est bien compliqué, comme vous l'avez dit. Je vais choisir Konkai Makossa de Charlotte Bango. Et pour quelle raison? Je crois que je connais bien les deux chansons. Je connais très bien les deux chansons. Mais celle de Charlotte Bango me dit un tout petit plus pour son rythme de danse. Les deux chansons sont très dansantes d'ailleurs. Mais écoutez, mon cœur a choisi Charlotte Bango ce matin et voilà, je vais rester sur ce choix, Konkai Makossa. Magnifique, on vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée. Et tout de suite, on va mettre le cap sur l'étranger pour voir un tout petit peu quelle est donc la tendance de l'actualité vue au-delà de nos frontières. Avec tout de suite M. Patrick Christian Dobo, qu'on accueille avec grand plaisir. Bonjour Patrick Christian, bienvenue. Bonjour à toi Patricia, bonjour à nos téléspectateurs ce matin, bonjour à Michael et bien évidemment l'actualité à l'international ce matin, c'est surtout encore les traces, n'est-ce pas, de ce drame du côté du Sri Lanka, parce que toutes les sélections que nous avons essentiellement observées ce matin tournent autour de cette actualité-là. Une actualité qui justement met à la une les plus de 200 morts, quelques 290 et près d'un demi-millier justement de personnes victimes de ce côté-là. C'est ce qui est d'ailleurs à la une du quotidien français Libération ce matin, qui excelle, on doit le dire comme ça, par des titres aussi poignants que justement illustratifs des situations qui sont vécues de ce côté-là. Et justement, nos confrères de Libération ce matin titrent Attentat au Sri Lanka, l'enfer sur terre, véritable enfer au regard de ce qui a été connu, disent nos confrères, ce qui a été vécu par la minorité chrétienne de ce côté-là, une minorité chrétienne qui a été secouée par une vague d'attentats, on va le rappeler, le dimanche de Pâques. 8 édifices ont été visés, en tout cas 8 explosions, des églises majoritairement, des hôtels, en rappel, et des bombes désamorcées dans des endroits publics comme aéroports et bien d'autres, ce qui fait dire à nos confrères qui titrent justement à la une de Libération ce matin que les citoyens, en tout cas les populations du côté de ce petit État de l'Asie du Sud, ont vécu un enfer sur terre. C'est d'ailleurs cette actualité qui revient aussi à la une du quotidien La Croix. La Croix, le quotidien français d'obédience catholique, qui, de l'enfer cité par nos confrères de Libération, met à sa une la tragédie de Pâques vécue du côté de l'enfer. Les Français, disent nos confrères, après avoir vécu le drame de notre drame, ont vécu la tragédie de Pâques ce jour de Pâques du côté du Sri Lanka. Une situation difficile pour la minorité chrétienne, rappelle nos confrères de la Croix là-bas, et qui sont allés aussi
qui sont allés aussi dans un certain nombre d'éléments qui reflètent cette situation, ce clivage, alors que les autorités du côté du Sri Lanka font état d'un acte qui serait justement commandité par un groupe extrémiste, islamiste du côté du Sri Lanka, nous rappelle aussi nos quotidiens justement que ces explosions ne sont pas les premières, avec un petit détour dans le conflit qui a quand même mené le pays dans une espèce de guerre civile entre 1983 et 2009, conflit alimenté par la guerre interreligieuse entre la majorité singalais bouddhiste, d'obédience bouddhiste, et les Tamouls d'obédience hindoue. Un conflit qui a fait près de 100 000 morts pendant sa durée, et le pays qui depuis une décennie vit une espèce de convalescence, disent nos confrères, justement, est encore retouché par cette violence qui pourrait ranimer les tensions de ce pays qui à la fois avait été colonie du Portugal, de la Hollande, du Royaume-Uni et qui a obtenu son indépendance en 1948 dans la mouvance de ce qui était arrivé en Inde et en Afghanistan, des pays voisins. Cette explosion, d'où disent nos confrères de la Croix, n'est pas la première et on peut se rappeler de celle de 1990, l'explosion de Jaffina du côté de la mosquée qui avait fait quelques 147 morts. Et donc, on dit de ce côté, et nos confrères le rappellent, que cette nouvelle tragédie pourrait réveiller les séquelles ou les blessures, n'est-ce pas, d'une situation que le pays essaie de dépasser depuis une décennie. C'est aussi à la une du quotidien Le Figaro, du côté de la France, Le Figaro, qui titre justement que les autorités du côté du Sri Lanka sont sur la piste islamiste, une piste qui serait justement fortement indexée dans ces explosions-là par les autorités de ce côté, et une piste aussi qui connaîtrait, disent nos confrères, des soutiens de l'extérieur, même si cela n'est pas encore confirmé. Et justement, en première une, titraille un peu plus visible du Figaro, on parle d'autre chose, cette fois-ci des élections européennes attendues en fin de mois de mai. C'est une bataille bien rangée dans les différents pays européens que les citoyens vont devoir arbitrer, disent nos confrères, avec la question du Brexit qui n'est pas encore totalement résolue. Mais le plus difficile, disent nos confrères de Figaro ce matin, c'est la question du financement de ces élections européennes. Pas mal de formations politiques se retrouvent dans une situation critique en termes de finances et quelques-unes de ces formations, comme celle de la France insoumise et bien d'autres en France aussi dans l'Hexagone, ont lancé d'ailleurs des quêtes ou alors des collectes pour justement faire face aux exigences de ces campagnes qui s'annoncent, mais surtout face à l'enjeu, notamment au moment où beaucoup de voix s'élèvent pour remettre en question en Europe justement les acquis de l'Union. À la une de BBC, nos confrères évoquent ce matin le démarrage d'un test d'un vaccin contre le paludisme, lequel texte entrerait en vigueur aujourd'hui du côté du Malawi, qui avec le Ghana et le Kenya, disent nos confrères, sont les trois pays pris comme centre d'essai de ces vaccins par l'Organisation mondiale de la santé. Quand on sait combien le paludisme, n'est-ce pas, crée des ravages en termes de décès, de pertes en vies humaines dans les zones équatoriales, on a un objectif, disent nos confrères, de 100 000 enfants d'ici à 2020 pour être vaccinés. Un objectif qui a valu des recherches de 2009 en 2015, n'est-ce pas, et des recherches qui, pendant cette période, ont permis de diminuer de 37%, n'est-ce pas, le taux de mortalité dû au palu, mais un vaccin qui aura valu justement un investissement en termes de ressources humaines, scientifiques et surtout de ressources financières évaluées à près de 1 milliard de dollars. Voilà donc pour cette actualité que BBC met à la une concernant l'Afrique. On partira de BBC pour justement avoir à la une
d'un quotidien de l'Afrique centrale, notamment du côté de la RDC, à la une. Nos confrères du quotidien Le Phare nous offrent cette image du président Félix-Antoine Tshisekedi et de son prédécesseur, le président Kabila. Les deux se sont rencontrés hier à la Cité de l'Union africaine, une rencontre qui a permis, nous disent nos confrères, à ces deux figures de la vie politique du côté de la République démocratique du Congo de mettre justement en avant les questions liées à la cohabitation. Quand on sait que le président Kabila, bien que n'étant plus président, est le leader justement de le Front uni pour le Congo, le Front commun pour le Congo, le président Kabila étant donc à la tête de cette majorité qui était présidentielle avant l'élection de Tshisekedi, va donc devoir désigner, en tout cas c'est de cette majorité que devra sortir le nom du Premier ministre, lequel nom devra être sans doute proposé par le président Kabila. Les deux personnalités, nous disent nos confrères du Phare, ont profité aussi pour évoquer la question de la désignation du président de l'Assemblée nationale de ce côté-là, qui est encore en berne du fait des discussions entre la majorité présidentielle actuelle et le Front commun pour le Congo au sujet justement des attributions, des postes et fonctions au sein du Parlement congolais. Nous nous rapprochons un peu plus avec la une de l'Union ce matin, le quotidien gabonais, qui met donc le Premier ministre gabonais à la une de l'édition de ce mercredi matin. Julien Koké-Bekale est donc face au dialogue qu'il avait lui-même annoncé lors de son discours de politique générale le 26 février dernier devant les députés du Gabon. Le Premier ministre va donc rencontrer ce jour les acteurs de la société civile, syndicalistes et autres figures de la vie sociopolitique de son pays, dans une situation certes encore tendue du fait d'un certain nombre de revendications, de grèves annoncées ou finalement mises en suspens, avec comme espoir, nous disent nos confrères du côté du Gabon de l'Union, avec comme espoir d'obtenir un apaisement ou tout au moins une trêve dans les tensions sociopolitiques qui animent son pays. Ce sera donc aujourd'hui cette rencontre entre le Premier ministre Julien Koké-Bekale et ces acteurs de la vie sociopolitique du côté du Gabon. On va terminer cette revue de l'actualité internationale avec l'hebdomadaire Arc-en-Ciel qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire où on parle beaucoup des prochaines présidentielles à venir d'ici 2020 et nos confrères de l'Arc-en-Ciel évoquent le dilemme qui se pose aux électeurs du côté de la Côte d'Ivoire entre un président Alassane Dramane Ouattara, nous disent nos confrères, qui n'a pas encore dévoilé son intention définitive, et quelques vieux briscards de la politique du côté de la Côte d'Ivoire qui manifestent tout au moins à travers un certain nombre de déclarations, un certain nombre de faits et d'actes qui manifestent leur intention de briguer eux aussi un mandat ou de revenir aux affaires. Et en cela, à la une, nos confrères de l'hebdomadaire Arc-en-Ciel nous donnent bien évidemment l'image du président Alassane Dramane Ouattara, celle de l'ancien président Henri Konan Bédié, de l'ancienne première dame Simone Gbagbo et bien évidemment de Laurent Gbagbo lui-même. C'est par cette une du quotidien Arc-en-Ciel que nous allons terminer, même si la réalisation nous propose aussi la une du quotidien Le Pays du Burkina Faso, le quotidien Le Pays, qui évidemment pose la question à travers le député Alidou Sanfo, un député, n'est-ce pas, des groupes sankaristes, comme on les appelle de ce côté-là, qui disent n'avoir pas abandonné le combat lié à l'image et justement aux idéaux de Thomas Sankara contre les privilèges que leur offre justement leur appartenance, notamment aux sphères de décision et au Parlement. C'est sur cette une, je crois cette fois-ci, que nous allons mettre un terme à cette revue de l'actualité. Voilà.
Monsieur Ndobo, Patrick Christian, qui est avec nous tous les jours désormais. Vous avez certainement été intéressé par l'actualité au-delà de nos frontières. Et nous allons peut-être demander ce qui vous a marqué le plus de ces différents faits, parce qu'il faut le dire, l'actualité au Cameroun comme ailleurs est assez dense. Et on parle naturellement au-delà de ces chiffres, c'est-à-dire 310 morts et naturellement 500 blessés, des victimes enregistrées lors de l'attentat au Sri Lanka le week-end dernier. On parle de 35 étrangers qui auraient également trouvé la mort dans ces attentats-là. Donc c'est assez énorme quand même. Tout à fait, et vous faites bien de le dire. D'ailleurs, c'est sur cette actualité du côté du Sri Lanka qu'on peut avoir juste un petit regard en termes de prolongement. Oui, vous l'avez vu d'ailleurs, un bon nombre de quotidiens à l'étranger. Nous avons évoqué quelques-uns de la France ce matin, La Croix, Libération, Figaro, même de l'autre côté de la Manche, oui, The Guardian, n'est-ce pas, évoque cette question. C'est un drame, effectivement, qui a été vécu du côté du Sri Lanka. Le plus difficile pour ceux qui observent cette actualité, c'est que la violence inouïe à travers ces différentes explosions, ces vies humaines parties, presque 300 personnes décédées, des blessés dans des situations pour quelques-uns de ces blessés très graves, des blessés qui vont peut-être augmenter si la situation ne s'améliore pas. Le nombre de décès et une situation, une violence inouïe qui pourrait, craignent ces analystes, replonger le pays dans les affres de la guerre civile interreligieuse qui a secoué ce pays entre 1983 et 2009. Et on peut se rappeler que le pays avait déjà connu des velléités de violence et de guerre interreligieuse comme ce qui a été évoqué, qui finalement fait de ce pays qui a été à la fois, on l'a rappelé, une colonie portugaise, une colonie hollandaise, une colonie anglaise finalement avant son Royaume-Uni, fait de ce pays aussi, c'est une île, n'est-ce pas, un filon de fragilité par rapport aux extrémistes religieux qui tendent à imposer soit leur vision, soit leur pensée. Et le pays se retrouve donc dans une situation où, malheureusement, les efforts connus depuis une décennie pour amener une harmonie, une cohabitation entre les différentes confessions religieuses peuvent tomber justement à zéro par rapport à cette violence. Quelques-uns évoquent les exemples de l'effort de la Caritas, notamment la Caritas chrétienne catholique, qui réussissait déjà à s'incruster dans des milieux hindous, dans des milieux bouddhistes, avec de la compassion, avec justement des cohabitations qui étaient de plus en plus remarquables. Et l'extrémisme aujourd'hui amène aussi à se poser des questions sur les auteurs qu'on pourrait indexer en attendant les conclusions des enquêtes, notamment la National Tawhid Jamal, qui est accusée aujourd'hui d'être à l'origine de ces explosions et qui serait donc la renaissance de la violence religieuse qui a secoué ce pays. Et c'est en cela qu'on peut s'inquiéter de voir ces efforts pacifiques qui pourraient saper justement la cohabitation de ce côté. Et peut-être, le plus grave, disent ces analystes, prolonger cette situation de conflit interreligieux, notamment au niveau de l'Asie, qui n'est pas déjà épargné. Vous avez parlé de Caritas, Caritas qui signifie donc la charité. On est donc invités les uns et les autres à faire preuve de charité pour préserver la paix autour de nous. Ce jour, nous célébrons les Georges. Les Georges? Oui, évidemment. Mon cadet, Georges Marcel Mbégué, en service du côté de la douane dans l'extrême nord actuellement, à qui je fais un grand coucou. N'est-ce pas, un autre aîné aussi, Georges. Oui, et vous connaissez bien Sa Majesté Georges Boukokor, bien sûr, à la paix qui nous regarde ce matin. Bien sûr, on va vous laisser le soin de porter. Il apprécie d'ailleurs cette partie de l'actualité revue par M. Ndobo Patrick Christian. Des Georges, il y en a. Il y en a certainement, nous en connaissons. Georges Audrey MP, qui est un grand fidèle de l'émission, il est également un confrère. Et puis tous les Georges qui nous regardent ce matin, sentez-vous honorés. Et puis pour sortir avec un air de musique, Nostalgie oblige, comme d'ailleurs le titre l'indique, Nostalgie de Lisati, qui n'a pas adoré cette chanson, qui continue quand même de marquer les esprits. On a donc Konkai Makossa de Charlone Bango. Ce sera compliqué ce matin. Très compliqué, très compliqué. Deux figures de la musique du Makossa
au Cameroun et en Afrique qui ne sont plus de ce monde. On va dire simplement un repos éternel aux âmes de ces deux dames. Bon, écoutez, j'ai du mal à faire un choix entre ce Concaïque Mascosa et Nostalgie. Vous me permettez, pour la mélodie, Nostalgie, et pour le message Concaïque Mascosa. C'est trop malin. Il faut choisir. Il faut choisir. Il faut se jeter à l'eau maintenant. Voilà. Bon, allez, l'exercice sera pareil pour nos téléspectateurs sur la page Facebook de Canal Matin. Merci encore. Demain sera un autre jour. Il va nous retrouver, Monsieur Ndobopati Christian. On dira surtout merci à Gislain Pierre Essonneau qui a ouvert le bal à 7 heures de cette grosse partie d'actualité. Et M. Essonneau, Gislain Pierre, vous connaissez Martinez Ogoyaoundé avec l'émission Embouteillage. Permettez-moi de souhaiter un happy birthday particulier à son metteur en ondes qui nous regarde ce matin, Yves Atana. Yves Atana, Yves, pour le dire comme ça se fait de l'autre côté. Et le gâteau sera partagé chez Jacques Yoki Onana, c'est le 3e adjoint à la mairie de Yaoundé 6. Et puis parmi les invités, pourquoi pas Patrick Christian d'abord, on annonce Catino qui sera de la partie et Achille Atanga, receveur municipal Yaoundé 4. Ben voilà, Monsieur Essonneau, si on n'est pas présent, ramenez-nous le gâteau et toutes les bonnes choses. Hein. On appelle ça les fruits de la croissance. Happy birthday à Yves Atanga ce matin. C'est vrai qu'il y a un gâteau qui a été partagé le week-end dernier, mais il a décidé de remettre ça pour l'équipe de Canal Matin. Lui, c'est Abibou Damjouma. Abibou, je crois que c'est un nom de garçon. Abibou Damjouma qui nous regarde depuis Newbel. Il a eu 1 an de plus le week-end dernier. C'est magnifique. En tout cas, pour vous tous qui célébrez votre an de plus aujourd'hui, on est de tout cœur avec vous. On rappelle que ce sont les taureaux du premier des cas. Taureau comme le procureur de Sang-Mélima. Je dis le, mais c'est une femme et c'est très rare au Cameroun. Donc, il faut saluer cette dame du côté de Sang-Mélima qui est née aujourd'hui avec le concours de Tatasso. Un bisou particulier à Madame Fadimatou Amadi à Sang-Mélima, une zone où Canada a de nombreux fans. Parce qu'on a souvent pensé que Douala Yaoundé, c'est les principaux téléspectateurs. Donc, Fadimatou Amadi, j'ai envie de dire Adja, happy birthday ce matin. Ce sera aussi bien de déguster un petit du kilichi, du lait caillé, du foléré par nos frères du Nord, du Septentrion. On est très, très contents de vous savoir toujours aussi nombreux à nous accompagner dans cette balade, la balade des gens heureux. On pense au colonel Jean-Jacques Fouda depuis Marois. On pense évidemment au maire de Tokombéré, Étienne Laraba, et à tous nos amis évidemment de Marois, Garoua. On vous adore. Et puis on n'oublie pas ceux du Sud-Ouest. C'est comme ça qu'on dit, non? Sud-Ouest, Nord-Ouest, évidemment. Merci de nous rester fidèles. En rappelant que dans quelques instants, on va accueillir M. Alex Lembe ici pour la page sportive de Canal Matin. Ce sera pas tout. On aura peut-être quelques reportages également des invités. À tout de suite.